Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude. Voilà, la solitude, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais quand on est Gilbert Bécaud, et qu'on peut écouter ces chansons et qu'on les écoutera encore pendant, je l'espère, des siècles, eh bien, c'est quelque chose d'autre. Et on est très heureux aujourd'hui, je vous dis, on a une exclusivité mondiale. Eh bien, Gilbert Bécaud est revenu. Oui, absolument. Il est là parce qu'il sait aujourd'hui qu'en ces temps de Covid-19, l'important, c'est la dose. Et donc, il est revenu et il nous raconte, par la plume de Jacques Pessis et de Claude Lemel, aux éditions de l'Archipel, ce « On revient te chercher », ce Bécaud. Céline Alonso, alors comment ça se passe ? Eh oui, déjà, bonjour Jacques Pessis et merci d'être notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Claude Lemel qui va nous rejoindre. Alors Claude Lemel, il a été pendant plus de 20 ans l'un des paroliers fétiches de Bécaud. Vous-même, Jacques Pessis, donc vous avez été son ami pendant plus de 30 ans et vous l'avez donc régulièrement interviewé. Ce livre, en fait, c'est la seule biographie de Bécaud. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas eu auparavant? Pourtant, sa carrière a été phénoménale, internationale en plus. Parce qu'il ne parlait jamais de lui, ça l'intéressait pas. Le passé, il s'en foutait totalement. Ce qui comptait, c'était l'avenir. Et chaque fois que quelqu'un, y compris les membres de sa famille, l'interrogeait, par exemple, sur ses triomphes aux États-Unis, ça l'intéressait pas. Il y avait aucune biographie, il y avait aucune information. Il a fallu qu'on fouille dans des tas de journaux anciens pour retrouver des bribes d'interviews où il disait un petit quelque chose. Oui, c'est extraordinaire. Effectivement, Claude Lemel raconte dans ce livre que Kitty, donc sa dernière femme, lui a effectivement procuré les agendas en fait de Bécaud et il a noté beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur le personnage. Bien sûr, et c'est un homme, en plus, c'était de la pudeur, et c'était une décision de ne quand il y avait un problème, il n'en parlait pas. On avançait, on chantait. Tout ce qui comptait, c'était chanter. Vous vous rendez compte qu'il donnait quelquefois 3 récitals par jour. 3 récitals par jour. Sans problème, avec un peu de whisky pour la gorge et quelques bouffées de cigarettes, et c'était plein partout. Ah oui. Dites-moi, Jacques Pessis, aujourd'hui on peut dire que la jeune génération connaît Aznavour, mais ne connaît pas Bécaud. Quand bien même effectivement la jeune gagnante de The Voice cette année effectivement a repris Je reviens te chercher et l'a intégré donc à son album À nos cœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il a autant été oublié en France, parce qu'à l'international, on écoute ses chansons dans le monde. Alors d'abord, c'est vrai qu'on oublie Bécaud, mais on n'oublie pas ses chansons. Moi, j'en ai assez d'entendre des jeunes me dire « Ah, l'Orange, c'est Star Academy ». Alors que c'est une chanson de Bécaud de 64. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup de ses chansons sans savoir que c'est lui. Et c'est un problème qui vient peut-être du fait que le purgatoire pour lui est plus important que celui qu'il y a eu pour Brel ou pour Trenet ou pour Brassens, mais il existe. Et c'est pour ça que Claude et moi, on a décidé de mettre un terme à ce purgatoire avec ce livre. Mais pourquoi il exige justement? Qu'est-ce qui a fait que effectivement son image a été entachée? Alors, il y a eu plusieurs choses. D'abord, je pense que le déclic, c'est une gifle qu'il a donné à un journaliste un jour à la télévision, dans une émission de De Chavannes. Il se trouve qu'on a dit qu'il avait été odieux, etc. Donc ça a beaucoup entaché son image. Or, moi, j'étais témoin de cette gifle, puisque j'étais dans les coulisses pour le Figaro. Et en fait, c'est un journaliste qui voulait en faire un canular, l'a harcelé pendant 2 heures. Et Bécaud, qui avait le trac, qui était nerveux, qui pouvait être colérique, avant de monter sur scène pour répéter, quand l'autre arrive vers lui en lui posant une question idiote, il le gifle. Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement et il pourrait attaquer le journaliste. Aujourd'hui, il ferait un doigt d'honneur et il en aurait pour 15 jours. Exactement. On est très heureux d'accueillir Claude Lemel. Bonjour Claude. Bonjour André. Oui, bonjour. Désolé pour le retard, mais j'ai eu un taxi qui m'a posé un lapin. Ça arrive. Alors Ça on parle arrive, effectivement, hélas. on parlait du fait que Bécaud aujourd'hui est un peu oublié. Et beaucoup même, un peu beaucoup oublié en France. Au livre, ça va sortir. Voilà. Ça. Alors vous-même, Claude Lemel, vous avez collaboré avec donc Bécaud dans les années 80. Vous avez créé effectivement plusieurs de ses grands succès. Ouais, de 77 jusqu'à son décès. Voilà. Est-ce qu'il avait la hantise de l'oubli? Ah, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça, et Jacques en a très très bien parlé. Sa hantise, c'était de ne plus être connu, de ne plus avoir l'amour des gens. Bécaud était un artiste qui adorait son public, et le fait, par exemple,
bon, quelquefois quand on se baladait dans la rue ou quand on déjeunait au restaurant, quand les gens venaient le voir en disant « Ah, monsieur Bécaud, ah, on vous a tellement aimé ». Le fait qu'on parle de lui au passé... On vous a tellement aimé. Oui, oui, absolument, les gens lui disaient ça. Mais alors, je sentais que ça lui faisait une peine, mais une peine infinie. Et donc, cette histoire de la gifle, c'est parce que il avait devant lui son cauchemar. Il avait devant lui quelqu'un, parce que lui disait, je crois, vous allez présenter le journal télévisé ou une chose comme ça. Bon, quelqu'un qui ne le reconnaissait pas en tant que Gilbert Bécaud, pour lui, c'était le cauchemar incarné. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, juste, je voudrais rester là-dessus, parce que c'est quand même impressionnant, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu cette carrière extraordinaire. Enfin, c'était Bécaud. Et qu'est-ce qui fait que des gens parlaient de lui au passé, même s'il y en a quelques-uns? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui a fait que Bécaud n'était plus Bécaud de son vivant? Je crois que les gens, le baromètre des gens, c'est la télévision. Alors, vous voyez un peu moins à la télévision, c'est tout. Hein. Bon, vous savez, quand un artiste n'a pas sorti d'enregistrement depuis 2-3 ans, bon, moi, les gens me disent « Ah bah tiens, alors, qu'est-ce qui devient, machin ?» Bon, alors que bon, qu'il va très bien, qu'il a une belle carrière, qu'il fait des concerts un peu partout, et qu'on écrit des chansons. Bon, donc, sans doute que c'était un petit peu... il exagérait certainement le phénomène, bon, parce qu'il n'était pas si oublié que ça. Mais c'était tellement profondément ancré en lui, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin d'un regard amical et admiratif du public, que bon, voilà. Oui, et vous racontez qu'il attribuait ses échecs à des manques de tubes à chaque moment de sa carrière et qu'il avait cette obsession du tube. Oui, alors ça, c'était vraiment un de nos seuls sujets de discorde. Bon, on s'est jamais foutu sur la gueule, hein, mais enfin, bon, je ne comprenais pas. Bon, et on a eu une longue discussion un soir, c'est vrai, bon, un soir un peu arrosé, où j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'avait pas besoin de ça, quoi. Bon, qu'il était un grand compositeur, un grand artiste, et que bon, il nous suffisait de faire de bonnes chansons. Non, lui, il voulait faire vraiment le tube, être toujours dans l'actualité, et au fond, ça correspondait à un appétit de jeunesse qui, chez lui, était vraiment très, très violent, très, très puissant. Mais bon... non, il fallait pas trop lui parler de le comparer à Aznavour, parce qu'il aimait pas ce genre de comparaison. Mais je disais, mais tu vois, Charles, lui, bon, il ne cherche pas le tube. Il fait des bonnes chansons, des belles chansons. Il les inscrit dans ses nouveaux tours de chant. Et point final. Bon. Oui, en tout cas, il faut rappeler, Jacques Pessis, que c'était une bête de scène. Dès son premier Olympia, c'était en 54, il a hystérisé les foules, racontez-nous. Mais il se trouve, Bruno Cockressis l'avait repéré parce que chez Piaf, où Bécaud était un peu le souffre-douleur de Piaf, parce qu'il avait été amené par Jacques Pils, elle l'appelait le jeune chien, elle lui faisait faire les courses, elle lui disait tu chanteras jamais, enfin c'était une horreur. Comme elle faisait pour Aznavour. Exactement. Et qu'elle appelait le génicon. Il se trouve qu'il monte sur scène le 17 février 55 pour une matinée spéciale à l'Olympia à 17h, offerte, c'est un coup de pub, par Cocatrix aux jeunes. Il espère quelques centaines de personnes, il y a des milliers de personnes. Il casse les vitres, il casse les fauteuils, 439 fauteuils cassés à la fin de l'après-midi, des milliers de personnes qui ne peuvent pas rentrer, la police intervient. Dans la foule, les jeunes sont hystériques, une fille crie « Gilbert, mange-moi ». Tout est possible. Et il devient ce soir-là la première idole des jeunes. Et c'est vrai que Bécaud sur scène, c'était un phénomène. Ceux qui l'ont vu se souviennent de cet homme déchaîné qui jouait avec le public. C'est-à-dire qu'il parlait au public, il le tutoyait, il dirigeait le public comme un orchestre. Il le faisait chanter, il le faisait rire. C'était quelque chose d'étonnant. Et il n'était heureux que sur scène. Il m'a dit un jour, quand je ne suis pas sur scène à 20h30, j'ai une boule dans le ventre. Ah oui, c'était un artiste tourmenté, angoissé. En tout cas, lui, ce qu'il cassait, c'était des pianos sur scène. Oui, il a cassé beaucoup de pianos sur scène. Le surnom de Monsieur 100 000 volts, c'est venu d'un journaliste américain. Oui, on l'a appelé aussi Monsieur Dynamite. Et c'est vrai qu'il a cassé beaucoup de pianos, presque autant que le fauteuil dans la salle d'ailleurs. Et qu'après, il a fait construire un piano à sa démesure, avec un pied légèrement plus bas, pour qu'il puisse voir le public. Et ce piano transparent a fait partie de la légende de Bécaud. Absolument.
Mais bon, on peut pas dire que lui, en tout cas, bon, contrairement à d'autres artistes, c'était quelqu'un qui cassait rien. Ah non, exactement. Bon, voilà. Et vous savez, juste anecdote mais rapide, et le seul qui a aussi cassé à la même époque l'Olympia, c'était Sidney Bechet. Bien sûr. Sidney Bechet, qui était arrivé avec la revue Nègre de Joséphine Baker en 1925, et qui était devenu l'une des légendes du jazz en France. Tout à fait. Deux grands musiciens. Alors à cette époque, Jacques Pessis, dans les années 50, 55, effectivement, la foule était en délire, mais la presse n'était pas tendre avec lui, notamment une certaine presse. Oui, il y avait plusieurs personnes qui se sont déchaînées contre lui. Ionesco le détestait. Il a écrit des articles très méchants sur lui. Ah oui, Céline lisait un texte hallucinant. Ah oui, effectivement, vous le racontez dans votre livre, Jacques et Claude. Il a signé effectivement dans la Tribune des Arts une chronique intitulée « Comment se débarrasser de Beko ». Il dénonce l'imbécilité de ses paroles et de ses musiques. Il dit qu'il chante comme une guenon qui s'est pris la queue dans la porte de sa cage et qu'il est le contraire de l'intelligence. Beko a été blessé par ces critiques. Complètement, et celui qui lui a remonté le moral, c'est Simon, qui a écrit un article dithyrambique sur lui. Il faut savoir qu'à l'époque, il hurlait sur scène quand on écoute les premiers enregistrements. C'était vraiment... il était déchaîné, et qu'au fil des années, il a appris à placer sa voix, à être plus calme, et que ça s'est arrangé. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas chanter au départ. Un jour, il propose une première chanson à Louis Amade. Ah, il ne voulait pas chanter. Il ne voulait pas. Non. Il voulait être compositeur. D'ailleurs, Piaf lui avait dit, tu chanteras jamais, t'as pas une voix pour ça. Et un jour, il rencontre Amade grâce à Piaf. Il compose la musique sur les croix, et Amade vient chez lui, alors qu'il habite encore chez sa maman, pour écouter la chanson. Il dit, mais c'est toi qui dois la chanter. Beko ne voulait pas. Et Amade, qui était un poète, préfet, l'a obligé à chanter. Et ça a marché. Eh oui. En tout cas, en plus de 45 ans de carrière, eh bien, Beko a fait 33 Olympias et le public a toujours repris en chœur ses plus grands succès. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Et je rappellerai Claude Lemel, qui d'ailleurs a composé cette chanson. Alors la composition, c'est évidemment Gilbert. Le texte, c'est Amade. Et il y a une anecdote d'ailleurs. Cette chanson est née parce qu'on inaugure la maison de la radio avec le général de Gaulle en 63. Louis Amade est là en tant que représentant de l'État. À la sortie, il y avait des fleurs, il y a une rose qui tombe par terre, et l'agence de la circulation a fait la circulation avec la rose. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Oui, et c'était effectivement le 14 décembre 1963. Deux ans après. Je rappelle juste une chose, je rappelle que cette chanson est devenue culte, et même elle a inspiré à Thierry Leluron, l'emmerdant c'est la rose contre Mitterrand, et aujourd'hui l'important c'est la dose, je le répète. Et oui, et 2 ans après ce tube, eh bien en pleine guerre froide, Beko fait une tournée triomphale de Moscou à Leningrad et connaît un succès retentissant avec cette chanson. Nathalie, Nathalie. Alors Jacques Pessis, racontez-nous dans quel contexte cette chanson a été créée. Au départ, pour lancer cette chanson, il décide de faire son premier concert en Russie. À l'époque, Beko veut faire une carrière internationale, et il y va petit à petit. C'est-à-dire qu'il fait des galas pour pas cher, parce que sa renommée doit monter. Et donc, il a donné un récital à Moscou, et avec Georges Craven, qui est alors le grand maître de la communication en France, il décide d'affréter un Boeing et d'emmener le tout Paris pour cette soirée d'inauguration en avril 65 à Moscou. Et au milieu de Français et des Russes qui ne connaissent pas Beko, avec une fausse Nathalie qu'on a engagée qu'une étudiante, il fait un triomphe avec cette chanson qui va être le point de départ d'une tournée en Russie. Ah oui. Oui, Claude Lemel. Je peux ajouter quelque chose, une anecdote que je tiens de Pierre lui-même, avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc il m'a fait beaucoup de confidences. 2 choses. D'abord, c'est qu'au départ, alors l'idée de Nathalie, ça n'emballait pas du tout Beko. Alors ça l'intéressait absolument pas. Alors, en plus, pour ça, il ne s'appelait pas Nathalie, c'était Natacha, et ça commençait par des vers. Je crois que c'était « Qu'elle était jolie, cette Russe rousse ». Alors ça, Beko, il s'en foutait complètement. Et Beko m'avait raconté que le jour où Delano lui a apporté « La place rouge était vide devant Montmartre-Chesnay », ah là,
Ça l'a lancé. Senti, ouais. Et deuxième chose, c'est sur le charter affrété. Effectivement, ils ont invité tout le monde, sauf Pierre Delanoë. Oui, alors pourquoi effectivement, pour quelle Ils l'ont raison? oublié. Ah. En tout cas, Jacques Pessis, cette chanson a failli être interdite en Russie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une censure en Russie, donc Beko arrive à la télévision pour la créer, et puis il y a quelqu'un qui est de la censure qui vient, mais vous n'avez pas le droit de la chanter, on ne connaît pas les paroles. Beko, une, deux, tourne le dos, dit je rentre à Paris, directement. Puis on a appelé un traducteur, on a appelé un interprète, et finalement la chanson a été écoutée par les autorités communistes, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas trop de problèmes dedans. De toute façon, le café Pouchkine n'existait pas à l'époque. C'est ça. Eh oui. C'est lui qui l'a créé, le café Pouchkine. Mais là, il existe. Non, il a été créé 30 ans après, en Oui. 1999. Oui, Ouais, et Beko a fait l'inauguration. Oui. C'est pas Beko qui a créé le café Pouchkine. C'est le maire de Poscou. C'est Pierre Delanoë. Oui, l'auteur de la chanson. Ah oui. Ouais, c'est Pierre Delanoë. En tout cas, grâce à cette chanson, il va connaître un succès mondial. Mais mondial, et c'est le point de départ de la grande carrière internationale de Beko. Et ensuite, un an plus tard, il va aux États-Unis. Il y avait été comme pianiste de Jacques Pil, 154, personne ne l'avait remarqué. Il y a le Philharmonic Hall de New York, le premier soir, 3300 personnes, archi complet, un triomphe. On dit qu'il incarne ses chansons, et à partir de ce jour-là, il devient une star non seulement comme interprète, mais comme compositeur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux chansons qui ont fait le tour du monde, c'est Et maintenant, Et maintenant, ouais. et Je t'appartiens. Et oui, Alors. et justement, écoutons la version en anglais de Frank Sinatra. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams. Sinatra qui chante la version anglaise, donc dès maintenant. Cette chanson fait le tour du monde depuis 60 ans. Il n'a pas été le seul à la reprendre. Mais tout le Jacques. monde l'a repris. Ouais. Et ces chansons ont été reprises par tous les grands artistes américains. C'est le cas aussi de Je t'appartiens. On oublie que Je t'appartiens a été enregistré par Presley, par Bob Dylan, deux fois. c'est vrai, C'est-à-dire que- incroyable. et Beko n'en parlait jamais, il s'en foutait totalement. Mais pourquoi? C'est parce que les mélodies correspondent à l'esprit américain, à l'esprit des comédies musicales, que Beko a travaillé sur les paroles avec les auteurs qui ont adapté cette chanson. C'est quelque chose de magique. Et il a travaillé avec Stevie Wonder, il a travaillé avec les plus grands. Et oui, effectivement, et à chaque fois, effectivement, il s'en cachait. Quelle collaboration avec Stevie Wonder? Et là, je crois qu'il a voulu faire une comédie musicale qui ne s'est pas faite, hein, Claude? J'ai pas retrouvé trace de cette comédie musicale, mais dans ses agendas que son épouse Kitty m'a autorisé à compulser, j'ai trouvé donc trace de rendez-vous avec Stevie Wonder et au moins une chanson, en tout cas qu'ils ont écrite ensemble. Mais ça, qu'ils l'ont c'est pas sûr- enregistrée. C'est sûr et certain. Si Beko dit on a enregistré la chanson toute la nuit, c'est formidable, je suis très content, mais on n'a pas trace. Donc si quelqu'un le 06 de Voilà. Stevie Wonder, je suis preneur. Auditeur de Sud Radio, on va se retrouver le 06 Stevie Wonder et on va réexhumer cette chanson. Et juste un mot avant l'interruption, avant la pause. Claude Demel, il y a eu une querelle entre Delanoë et Beko à propos de. Et Alors maintenant. c'est ce que me disait Pierre. Oui, ils ont eu une fâcherie assez grave, je crois. Ouais. Bon, de toute façon, c'était rare que Pierre se fâche pas avec quelqu'un. Hein. Bon, d'après Pierre, ils avaient même failli en venir aux mains et ils se sont réconciliés autour de cette chanson Je t'appartiens. Oui, en fait, il y a eu une querelle apparemment sur le titre, c'est ça. Ah ça, je ne c'est sais pas. Ouais. Mais en tout cas, bon, Beko a appelé Delanoë en disant bon, écoute, il paraît que c'est toujours le plus intelligent qui appelle le premier. Et on va se réconcilier. Je te chante une mélodie par téléphone. Faut que tu me fasses les paroles. Et c'était Je t'appartiens. voilà. Chanson et d'ailleurs qui date de 55, qu'il a déjà enregistré aux États-Unis en 54 quand il y est allé, et ça n'a intéressé personne. Ah oui, incroyable. Jacques Pessis et Claude Lemel, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va continuer de célébrer la mémoire de Gilbert Bécaud. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tous ses amis, tous ses amis pleuraient. Et quand il est mort, le poète, et de quel poète? Évidemment, de Jean Cocteau, hein, le Paganini du violon d'Ingres, comme il aimait lui-même à s'appeler. Jean Cocteau, c'est un poème de Louis Amade, effectivement, en hommage à Cocteau.
Alors Beko, il a rencontré comment Cocteau? Et oui, Beko a rencontré pour la première fois effectivement Cocteau, c'était en 1954 dans sa maison donc de Milly-la-Forêt. Cette rencontre, donc Jacques Pessis et Claude Lemel, vous la racontez dans votre livre intitulé On revient te chercher, paru chez l'Archipel. Alors pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu et qui l'avait organisée, Jacques Pessis? C'est Louis Amade qui était le premier à croire en Beko, qui a dit il faut que tu connaisses ce jeune artiste. Cocteau l'avait jamais entendu, et pour le programme de Beko, eh ben, il faut que Cocteau fasse un dessin. Donc il a fait un ange parce pour son Olympia. Pour son premier Olympia. Et donc il a fait un ange, il a dessiné un ange comme ça sans savoir. Et quand Cocteau était allé à l'Olympia voir Beko, il a compris que le dessin c'était pas exactement ça. Il a refait son travail. Et c'est vrai qu'il y avait une complicité entre les deux. Quand Beko a reçu ses premiers disques d'or, il a fait fabriquer 12 disques d'or en chocolat pour les enfants de Vincent Auriol, le président de la République, et pour Cocteau. Il y a une photo où Cocteau et Beko mangent un disque d'or en chocolat. Oui, c'est joli. Vous racontez effectivement que quand Cocteau a vu donc à l'Olympia Beko pour la première fois, il a dit c'est un rossignol et un moteur à explosion. Il possède cette folie qui est le vrai miracle de l'enfance et que les grandes personnes cachent car elles en ont honte. Exactement. Mais Beko, comme dit Claude, était un enfant toute sa vie. S'il parlait de demain, c'est qu'il envisageait l'avenir avec toujours une nouvelle comédie musicale, un nouveau disque en projet. Ben heureusement en tout cas que effectivement, Simenon n'a pas dit la même chose que Ionesco et Cocteau non plus. Oui. Claude Alors Lemel, vous avez écrit, Claude Lemel, effectivement 35 chansons donc pour Beko. Oui. Quel souvenir vous gardez de vos séances de travail avec lui? Alors, un souvenir de trac, bien sûr, parce que... Qu'est-ce qui fait qu'il vous impressionnait? Racontez-nous. C'était, la dimension de l'artiste, de toute façon, la dimension du compositeur, et puis son exigence. C'était quelqu'un de très, très exigeant, d'un énorme travailleur. J'ai travaillé avec 150 ou 200 artistes, et il est dans mon peloton de tête des gros travailleurs. Ils ne le sont pas tous, hein. Ouais. Vous dites que c'était un affamé de texte et de musique. Ah, c'était terrible. Les trois gros travailleurs du métier avec qui j'ai travaillé, c'est Dassin, Fugain et Beko. Mais alors Beko lui battait tous les records quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il bossait tout le temps. Tout le temps. Il adorait ça, quoi. Et ces séances de travail où lui était au clavier, moi au cahier, et il y avait une ébullition terrible. Et alors il était très incitatif et il me lançait avec sa voix, très caractéristique. Allez, crash. C'est difficile de pas trouver quelque chose. C'était la mouche du coche, quoi. Tout le temps. Et alors, vous piquez tout le temps là. Tout le temps. Et quand on trouvait pas, ça le rendait fou. Hein. Ça le rendait fou. Et quand je raconte ça dans le bouquin, mais c'est la vérité. Quand je recevais un coup de fil, c'était un drame. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un, souvent c'était mon épouse, il y avait quelqu'un qui lui volait son auteur pour 3 minutes. Ah d'accord. Vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous faites? Non, mais il me regardait, pas méchamment, parce qu'il n'était pas méchant, d'un ton de réprobation tout de même. Mais quand vous faites sa connaissance, c'était déjà un monstre sacré, Beko. Moi, je rêvais de travailler pour lui. Il y avait 2 personnes pour qui je voulais travailler, c'était Serge Reggiani et lui. Alors Serge Reggiani, ça s'est fait un petit peu avant, et puis il m'a appelé. Il m'a téléphoné un jour en disant voilà, est-ce que vous voulez venir travailler avec moi? Je suis à l'Amigo à Bruxelles à telle date. Alors on s'est vu tutoyer. Mais le coup de fil c'était vous. Alors je sais plus ce que j'avais à faire, mais de toute façon s'il y avait quelque chose, je me suis libéré et j'ai débarqué à l'Amigo à Bruxelles et on a écrit notre première chanson ensemble dans une chambre d'hôtel. Il adorait ça, travailler dans les chambres d'hôtel. Il faisait toujours mettre un piano. Je ne sais pas du tout ce que les voisins en pensaient. Oui. En tout cas, voilà, on a écrit. Jacques, Jacques voulait... Non, je vous écoute. Ouais. Et en 1983, vous lui écrivez effectivement 4 chansons, notamment son dernier grand succès. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et décadence. Robot, rebelle, madone des décibels. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles.
de scotch, un rock, on part en ville, on danse. Super gadget de discothèque qui danse. Elle date de quand cette chanson? 1983, je crois. 83. Ouais, 83. En pleine période disco. Eh oui, ça, Jacques là. Pessis, Beko au départ, il rêvait pas d'être chanteur, il rêvait surtout d'être chef d'orchestre. Oui. C'est-à-dire qu'enfant, il tapait sur tout ce qu'il trouvait pour faire de la musique. Et sa mère, un jour, l'emmène au conservatoire de Nice où il est repéré par un professeur. Et il va devenir vraiment l'un des plus brillants jeunes élèves de ce conservatoire. Et puis la guerre éclate. Donc il veut être chef d'orchestre, il veut passer tous les concours, et ça devient impossible puisque le conservatoire ferme. Alors il part avec sa sœur Odette dans les ballets de Monte-Carlo, elle est danseuse, et il va accompagner à 10 ans sur son piano les danseuses du ballet de Monte-Carlo. À 10 ans. À 10 ans. Et puis après, il vient à Paris, après la guerre, il commence par composer quelques musiques de films, et puis le miracle se fait, et un jour, tout se passe à Alger. Il y avait une chanteuse totalement oubliée qui s'appelait Marie Bizet, qui avait chanté L'Auberge et Trois Canards, qui a eu un grand succès à l'époque, et qui passe avec Beko comme pianiste. Il manque un chanteur au début de la deuxième partie. Beko, qui chante un peu de temps en temps, elle lui dit tu vas faire le début de la deuxième partie. Il chante une chanson, 2 chansons, persuadé que c'est la dernière fois, et c'est un triomphe. Et c'est comme ça que Beko a commencé à chanter sur scène à Alger. Ah, c'est extraordinaire. Et oui. Et on en a parlé dans la première partie de cette émission, effectivement, et il a démarré aux côtés de Piaf, alors. Oui, ouais. Enfin, ça on en a parlé déjà. Piaf qui a dit beaucoup de mal de lui, après a dit mais c'était pour te faire du bien de toute façon, et ils se sont admirés réciproquement. Oui, alors écoutons l'un de ses plus grands succès, sorti en 1964. Tu appelé, l'orange du marchand. Vous êtes fous? C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il l'est. Eh oui, Jacques, sublime. Une chose simplement, moi je trouve que quand même, vous savez, on parle beaucoup de... Évidemment, Charles Trenet a swingé la langue française, la chanson française, mais lui aussi. Hein. On l'a appelé le nouveau Charles Trenet. C'est formidable, parce que ça swing, ça pulse. Mais Ça... Complètement. Quelle est l'histoire de cette chanson? Il cherchait une idée, et un jour, Delanoë est avec lui, et Beko dit donne-moi un mot. Et Delanoë voit une orange sur la table, et il dit orange, c'est parti comme ça. Et ensuite, ils ont trouvé le thème, ça a été difficile, ils ont mis quelques mois, et finalement, c'est devenu le premier gospel à tendance sociale en France. Et il l'a créé à l'Olympia, et il a demandé au metteur en scène Henri-Georges Clouzot de mettre en scène la séquence. Et il l'habissait tous les soirs, ce qui, je crois, l'épuisait complètement, Claude. Il adorait bisser les chansons qu'il aimait particulièrement. Ouais. Mais bon, l'histoire de l'orange, c'est exactement ça. Et une fois que Pierre a dit orange, parce qu'il y avait un plateau avec des fruits, voilà, dans la pièce. Bon, après, ils ont fait ce qu'on appelle un brainstorming pour parler français. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange? Alors, on peut la cueillir, c'est pas intéressant. On peut la vendre, c'est pas intéressant. On peut la peler, c'est pas intéressant. On peut l'acheter, c'est pas intéressant. Ah! On peut la voler. Ça, c'est Pierre qui me l'avait raconté. Et alors, non, mieux que ça, on peut être accusé de l'avoir volée et ne pas l'avoir volée, etc. Et c'est comme ça que c'est faux, c'est intéressant. La discussion. Oui, mais ça correspondait exactement à nos séances de travail, quoi. Bon, ce qu'il a fait là avec Pierre Delanoë, on l'a fait 100 fois aussi avec Gilbert. Oui, bien sûr. Et quelques mois après le succès de l'Orange, il enregistre un nouveau 45 tours dont le titre principal est celui-ci. La voix, drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût. Moi, quand elle va se taire, je te parie 100 sous. Ouais. Tu le regrettes. Évidemment de quoi il s'agit, vous l'avez tous compris.
Il s'agit du général de Gaulle, évidemment, et juste un petit mot, c'est que le générique de l'émission, de notre émission, eh bien, c'est le Radio Londres, effectivement. Et nous, on dit, voilà, les Français parlent au français. Ici, Sud Radio, c'est plus Radio Londres, mais... Ouais, en tout cas, avec cette chanson, on peut dire que Pierre Delanoë avait été visionnaire. Oui, exactement. Il faut savoir aussi que cette chanson correspond à De Gaulle en 40. Là, on est en 65. Et à la première élection présidentielle au suffrage universel. Donc, on accuse Bécaud et Delanoë d'être au service de Gaulle. Et ça va être un véritable scandale, cette chanson. Il va être obligé de ne pas la chanter sur scène. Alors que lui, il rendait hommage à l'homme de 40, qu'il a admiré. Il faut savoir que le demi-frère de Bécaud, Jean, demi-frère aîné, a été l'un des premiers Français résistants à Londres auprès de De Gaulle. Et que Jean a emmené Bécaud et la famille dans le maquis en 43, dans le Vercors, pour éviter d'être pris par la Gestapo. Donc Bécaud a vécu cette période-là en direct. Il avait 15 ans, il a fait quelques petites opérations de diversion, il a appris à fumer des cigarettes, mais ça l'a marqué à vie, et il avait une énorme admiration pour le général, pour l'homme du 18 juin 40. Mais ce qui est terrible à l'époque, c'est qu'avec cette chanson, ils se sont fait insulter, menacer. Mais bien sûr, mais on est en pleine campagne présidentielle. De Gaulle, on ne sait pas s'il va être candidat. Mitterrand et Le Canuet sont déjà candidats. Donc, on accuse vraiment que cette chanson... Il y a le ballottage. Et cette chanson devient presque un clip de campagne. Ce qui n'était pas du tout le cas de Bécaud. Et quand il a effectivement dit « Tu le regretteras », je crois qu'on est dans l'actualité, André. Oui. Mais la chanson a été mal prise et continue à l'être, par ceux qui la connaissent, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il est clair tout de même qu'il vaut mieux faire actuellement une chanson sur Che Guevara que sur le général de Gaulle. C'est mieux vu. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Et oui, et vous racontez dans votre livre qu'à l'époque, eh bien, des plaisantins se sont fait passer pour Mitterrand ou Le Canuet, et leur ont dit « Messieurs, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous aider ?» Oui, mais ça l'a beaucoup fait rire parce que Gilbert avait beaucoup d'humour. Ah oui. Jacques Pessis, Claude Lemel, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va continuer effectivement de parler de Gilbert Bécaud avec vous, et avec vous aussi, chers auditeurs. Appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. Toujours Gilbert Bécaud, l'immortel Gilbert Bécaud, il faut le dire, et Jacques Pessis et l'un de ses plus grands paroliers, Claude Lemel, lui rendent hommage dans On revient te chercher, un livre paru chez l'Archipel, et ce n'est pas l'Archipel du Goulag, ni du Goulash. C'est une très bonne maison d'édition, je tiens à le préciser. Et oui, et dans ce livre, eh bien, vous racontez notamment qu'à l'origine, cette chanson, c'est en septembre, eh bien, est une chanson américaine née de sa complicité avec Neil Diamond. Oui, et il l'a ensuite traduite en français, mais elle est sortie aux États-Unis juste avant. Et c'est assez rare ce phénomène chez Bécaud. En général, il travaille avec des auteurs français, et ensuite ça partait aux États-Unis ou dans un autre pays du monde, parce que le nombre de pays où les chansons de Bécaud sont traduites, on ne l'imagine pas. Oui, c'est vrai, énorme. Ouais, c'est impressionnant. Il y a beaucoup au Mexique, au Japon, en Amérique du Sud, c'est impressionnant. Mais il aimait bien travailler dans d'autres langues quand même. Hein. Il a fait des chansons en anglais avec Neil Diamond. Il a fait quelques chansons aussi en allemand, avec son auteur allemand qui s'appelait Michael Kunz. On a écouté un bout de Désiré tout à l'heure. Bon, Désiré, à l'origine, c'est une chanson allemande. Hein. D'accord. Ah, d'accord. Donc il aimait bien travailler avec des gens. Et dans chaque pays où il se produisait, il apprenait au moins une ou deux chansons dans la langue du pays. Phonétiquement, au Japon, il chantait en japonais. Oh, c'est extraordinaire. Il a chanté en Chine, juste. Je ne pense pas qu'il ait chanté en Chine. Non, c'était pas l'époque. Ouais. Il a aussi été, un très grand compositeur classique. L'opéra d'Aran, qui était le rêve de sa vie, en fait, il détestait l'opéra parce qu'il trouvait ça ennuyeux, on s'endormait. Donc il a écrit un opéra moderne. Il a mis 3 ans à le faire avec Pierre Delanoë et Louis Hamad, et un auteur de livret. Ils ont même hypothéqué leur maison pour faire ce spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. La salle était pleine aux 3/4.
tous les soirs, donc ils ont perdu de l'argent, qu'ils ont regagné ensuite en tournée. Et cet opéra qui a été critiqué à l'époque est devenu un classique qu'on joue encore aujourd'hui partout. C'est un opéra moderne. Oui, on critiquait parce qu'on disait comment ce chanteur de variété a osé s'attaquer à un art si noble. Bien sûr, effectivement, mais il a démontré le contraire. Et on n'oublie pas qu'effectivement, s'il n'avait pas été chanteur, je pense qu'il aurait été un grand musicien classique. Ouais. Voilà. Il y a bien des musiciens classiques qui écrivent des chansons. Donc absolument, il n'y a pas de raison. Et il faut dire que cet opéra est toujours encore programmé à travers l'Europe, Jacques Pessis. Partout, régulièrement, il y a des représentations dans la version un peu adaptée aux États-Unis, parce que les États-Unis ont repris un peu l'opéra d'Aran, ont donné une nouvelle version que Beko a approuvée. Et puis Steven Spielberg va faire le film comme il vient de faire pour West Side Story. Je pense que ce serait une bonne chose. Allez, on va rejoindre le standard de Sud Radio et donner la parole donc à Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame, bonjour à Jacques, André, Claude. Bonjour Jean-Pierre. Comme moi. Ouais. Je voudrais tout d'abord vous dire, le premier disque de Gilbert Bécaud que j'ai eu, c'était H tendre tête de bois. Oui, H tendre tête de bois, c'est lui, et Saluer les copains, c'est lui aussi. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et Pierre pour vous dire... Oui, allez-y Jean-Pierre. J'ai eu le plaisir de rencontrer Gilbert. Il allait faire un tour de chant à Dijon. Je travaillais dans un grand hôtel à l'époque à Dijon qui s'appelait la Grande Taverne, où il s'était arrêté pour manger. Et puis une fois qu'il a terminé de manger, je lui dis, Monsieur Bécaud, quel âge vous avez? Moi j'avais 25 ans à l'époque. On fait l'addition en 70. Ouais. et Gilbert se retourne et me tape sur l'épaule et me dit, Jean-Pierre, ce soir j'ai 150 ans, il y a 48 heures que j'ai pas dormi. C'est joli. Authentique. Un homme charmant, sympathique, agréable de contact. Ouais. Très très agréable. Hein. Mais tous les grands sont agréables. Hein. C'est vrai. J'ai rencontré Jacques Brel, Claude François et d'autres comme ça. C'est des gens merveilleux en contact direct. Hein. Quand ils n'ont pas leur cours, qui les séparent du peuple. Et d'ailleurs, Bécaud tutoyait immédiatement tout le monde. C'était très facile. Ça posait pas de problème. Et il n'avait pas de cours. Et il n'avait pas de... Non. Oui, allez-y Jean-Pierre, allez-y. Il était avec sa femme. Ce jour-là, il avait mangé une quenelle, un saucisson cuit, une douzaine d'escargots, un coco au vin, le tout arrosé d'une bouteille de Volnay. Tout ça dans un repas, vous voulez dire le même repas? Non, mais il était avec sa femme. Hein. Ah oui, d'accord, mais enfin, c'est déjà pas mal. Il était avec sa femme. Et tout ça pour la modique somme. Et tenez-vous bien, 77 francs, 50. Arrêtez, vous allez nous faire pleurer, là. 77 francs 50, ça veut dire 12 € pour les deux. Oui. Non, mais on va pleurer, là. Non, mais c'est pas possible. Avec une bouteille de Volnay. Avec une bouteille de Volnay. Non, arrêtons. Jean-Pierre, aujourd'hui, peu d'hommages dans les médias sont annoncés pour les 20 ans de sa mort, même pas une seule exposition. Ça vous déçoit? Énormément. Alors moi, sur mon répondeur, j'ai une très belle chanson de Gilbert qui prend tout son sens à l'heure actuelle, c'est l'indifférence. Oui, exactement. Oui. L'indifférence, parce que quand on voit tous les couillons qui sont en train de s'envoyer des SMS et qui ne se parlent pas, ça prend tout son sens. C'est vrai. Claude Lemel, juste, est-ce qu'il aimait les anniversaires, Bécaud, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pas les siens. Pour les autres, je ne sais pas. À chaque fois que je l'appelais, je crois que je commence d'ailleurs ma partie du livre par cette anecdote. Chaque fois que je l'appelais tous les ans, donc le 24 octobre pour lui souhaiter son anniversaire, allô Gilbert, bon anniversaire. Et il me répondait salaud. Voilà. Bon, c'était la réponse. Donc, il n'appréciait pas du tout qu'on marque le fait qu'il avait pris un an. Il avait le sentiment d'être immortel, Bécaud. Oui, je crois que c'est la vérité. Je l'ai vu, moi, hélas, 10 jours avant sa disparition. Et on a discuté pendant 1 heure. C'était très difficile parce que il était malade déjà. Il était très malade. Il était méconnaissable. Il n'avait plus de cheveux. Enfin, c'était vraiment assez triste et difficile à soutenir vraiment. Et moi j'ai toujours eu l'impression qu'il m'avait fait venir parce que c'était lui qui m'avait donné rendez-vous pour me dire au revoir. Et j'en ai parlé avec Kitty qui m'a dit pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais pensé une seule seconde qu'il allait mourir, qu'il allait disparaître. Ah ouais. Il t'avait fait venir pour parler d'avenir, pour parler des chansons, etc. Oui, je pense qu'effectivement, il se pensait immortel. Mais il l'est.
par son œuvre. C'est clair. C'est clair. Jacques Oui, Pessis. Jacques. Oui, il avait peur de la mort en réalité, il ne voulait pas en parler. Il y a eu quelques chansons autour de ça. Et c'est pour ça qu'il vivait à toute allure. Quand l'auditeur Jean-Pierre a dit qu'il n'avait pas dormi pendant 48 heures, c'était le cas. Il était capable de ne pas dormir quand il travaillait sur des chansons. Il écrivait la nuit. Il avait sa cabane au fond du jardin, pas celle de Cabrel, mais et il s'enfermait pendant une nuit entière avec Claude, avec Pierre Delanoë, pour écrire des chansons. Et il n'imaginait pas une seule seconde se coucher à 22h quand il n'y avait pas de concert. Ah oui, vous voulez dire, il fallait qu'il travaille, qu'il fasse des choses. Tout le temps. Mais c'était pas du tout un fêtard. Pas du tout. Il aimait les femmes. Il aimait les femmes. Après le concert, on pouvait dîner, mais en général, c'était quelqu'un. Moi, chaque fois que je l'ai rencontré, que ce soit dans le Poitou, sur la péniche en bord de Seine, qui était son pied-à-terre à Paris, il dînait tranquillement et il travaillait. Jean-Pierre, merci d'être intervenu sur Sud Radio. Jacques Pessis et Claude Lemel, merci aussi d'être intervenus dans La culture dans tous ses états. Je rappelle que votre livre On revient te chercher est paru chez l'Archipel. Et chez Warner, il y a aussi un triple CD best-of, donc de ses plus belles chansons qui vient donc de sortir. Jacques Pessis, on vous retrouve demain dans Les Clés d'une vie, donc sur Sud Radio, à 14h avec Alexia Laroche-Joubert. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio. L'homosexualité masculine et féminine est si facile de la vivre aujourd'hui? Eh bien, réponse dans un instant avec le psychanalyste Joseph Agostini. Merci. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.